Bonjour tout le monde. Je suis psychiatre dans un hôpital de jour qui prend en charge les personnes avec troubles neurologiques fonctionnels, comme le nom de l'hôpital ne l'indique pas, puisqu'il s'appelle le centre bipolaire. Alors, on commence à avoir pas mal de données quand même sur la prise en charge des troubles neurologiques fonctionnels maintenant. Donc, je vous propose un tour d'horizon en essayant d'être quand même la plus exhaustive possible, mais je rentrerai volontairement pas dans les détails de tout parce qu'on n'aura pas le temps, je pense, mais n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Donc voilà ce dont je vais parler maintenant. Alors la consultation spécialisée, en fait, j'aurais bien voulu appeler ça la consultation neurologique, mais comme vous êtes interniste, j'ai changé et j'ai appelé ça la consultation spécialisée. Alors elle a un intérêt très important, notamment parce que 25 à 30% des patients guérissent une fois que le diagnostic retenu est annoncé de façon claire, loyale, appropriée, adaptée au niveau de compréhension du patient, que le patient s'est senti écouté, compris, etc. Donc, ça a une grande importance. Et aussi, soigner cette consultation spécialisée, ça permet d'éviter l'effet ping-pong, c'est-à-dire que quand vous allez adresser votre patient aux différents partenaires de soins, vous avez moins de chances de le voir revenir avec le même problème s'il est parvenu à expliquer aux différents partenaires quel est le problème et quelle est la solution. Parce qu'on est aussi confronté à une situation où il y a beaucoup de praticiens, quels qu'ils soient libéraux, qui ne sont pas formés à la prise en charge des troubles neurologiques fonctionnels. Donc, bien informer le patient, c'est aussi s'assurer qu'il pourra apporter le problème et la solution aux différents partenaires de soins. Donc, une fois que vous avez retenu le diagnostic, il convient de l'expliquer. Alors, nous, on appelle ça la psychoéducation. C'est une étape qui fait consensus maintenant. Donc, vous délivrez une information didactique, si possible en utilisant des métaphores sur la pathologie. Donc, vous pouvez expliquer le fonctionnement du corps, en fait, ce que c'est que le système nerveux, les neurones, comment ils communiquent, le système nerveux, l'appareil musculo-squelettique, les tendons, les ligaments, pour mieux comprendre, par exemple, comment les douleurs peuvent être générées, les spasmes, les dystonies, etc. Vous pouvez parler aussi de l'appareil cardiovasculaire, des symptômes de stress chronique, voilà. Donc, rentrer dans ces détails-là. L'idée, c'est vraiment, comme toute éducation thérapeutique du patient, renforcer le pouvoir d'agir du patient, développer son sentiment d'auto-efficacité, expliquer le diagnostic, dire ce que le patient n'a pas. Et vous pouvez aussi expliquer la démarche diagnostique. En fait, souvent, les patients se sentent incompris. C'est parce qu'eux prêtent attention à des symptômes ou à des signes qui ont un fort retentissement sur leur qualité de vie. Et vous, ce n'est pas forcément ces signes-là qui sont importants pour vous dans votre arbre décisionnel. Donc, il peut y avoir parfois aussi une incompréhension entre le patient et le médecin simplement pour des questions d'attention prêtée à certains symptômes et certains signes. Vous pouvez expliquer aussi pourquoi vous avez prescrit tel examen complémentaire et pas tel autre, que ce n'est pas parce que vous avez oublié, mais que voilà, il n'y a pas d'indication à prescrire cet examen. Alors, ce qu'on dit souvent aux patients, c'est que la prescription d'examens complémentaires qui ne sont pas indiqués augmente la probabilité de trouver quelque chose qui n'a pas de lien avec les symptômes qui sont décrits par le patient. Donc, bien sûr, dire ce que le patient a, donc vous souffrez d'un trouble neurologique fonctionnel, et l'écrire dans le courrier. Vous pouvez rassurer le patient en lui expliquant que c'est une pathologie qui est fréquente, qui est potentiellement réversible. Donc, expliquer le rôle de l'attention, ce que c'est aussi que le syndrome de dissociation. Donc, la dissociation, c'est un phénomène psychologique qui schématiquement consiste à ce que le corps agisse de façon automatique pendant que le cerveau fait autre chose. C'est quelque chose qui n'est pas pathologique en soi, qui nous arrive à tous, qui peut arriver dans des situations où on est anxieux ou qui peut arriver dans des situations où on a beaucoup d'informations qui arrivent à nous en même temps. Qui arrive aussi quand on est victime d'un traumatisme psychique, mais ce n'est pas forcément toujours pathologique, mais les personnes qui souffrent de troubles neurologiques fonctionnels ont une propension à se dissocier plus importante avec des éléments de dissociation qui sont plus profonds au point que certains patients ne se souviennent pas du tout de certaines choses qu'ils ont pu dire ou faire. Donc, ils sont plus sujets à ce type de phénomène que les autres.
Vous pouvez vous appuyer sur des ressources existantes et donc, bien sûr, adopter une attitude claire, sans ambiguïté, un courrier médical qui mentionne tout ça avec le diagnostic qui est clairement écrit, proposer de rencontrer un proche comme pour n'importe quelle consultation finalement d'annonce. Donc là, sur la diapo, je vous ai mis les ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. La première ressource, elle est en anglais, mais les vidéos sont en français. C'est des vidéos explicatives sur ce que c'est que le trouble neurologique fonctionnel. Et puis aussi, vous pouvez communiquer les coordonnées de cette association de patients. Alors, je n'ai pas mis le nom par erreur, par oubli. Elle s'appelle CAP-TNF. C'est une association de patients qui vient de déposer ses statuts et qui est assez active. Des patients qui sont bien motivés. Tu pourrais revenir sur la diapo d'avant. Juste un truc qui me paraît vraiment important, c'est cette question de rassurer. Il faut bien que ça soit dans l'ordre, là. Parce que les gens, ils arrivent aux urgences avec un trouble neurologique effrayant, avec une queue de veau, ils ont les jambes qui lâchent, etc. Et si on leur dit c'est pas grave, ça ne marche pas du tout. Ça n'a de sens que si on a d'abord fait le diagnostic. C'est pour ça que ça me paraît très important qu'il y ait une hiérarchie. D'ailleurs, rassurer pour un trouble neurologique fonctionnel qui dure très longtemps, où quand le malade est en fauteuil roulant, je ne vois pas le sens que ça de le rassurer. À ce stade-là, ce n'est plus la question. Mais à la première consultation, premier contact, et sous réserve qu'on ait déjà fait le travail d'explication, alors on peut essayer de rassurer. Oui, tout à fait. Effectivement, ce dont les patients souffrent, c'est qu'on leur dise qu'ils n'ont rien alors que leur vie est gâchée par les symptômes neurologiques. Alors, je profite de cette intervention pour essayer de déconstruire certains mythes à propos des patients qui souffrent de symptômes fonctionnels. Notamment, ils peuvent adhérer au diagnostic. Et on a souvent en arrière-pensée que quand on va leur annoncer le diagnostic, ils ne vont pas y adhérer, alors que nous, on en voit tous les jours des patients qui ont un degré de certitude très important, un degré de confiance dans le diagnostic très important. Il suffit en fait de leur expliquer les choses. On entend aussi parfois certaines craintes du type, si on explique au patient l'examen clinique qu'on fait au moment où on le fait et qu'on lui dit, vous voyez, ce n'est pas telle pathologie lésionnelle parce que tel signe, vous ne l'avez pas, etc. On a en arrière-pensée que le patient va créer de nouveaux symptômes pour garder ce statut de malade. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout non plus, en tout cas pas fréquemment, dans notre pratique quotidienne. Expliquer le traitement et orienter vers les soins adaptés. Donc, effectivement, l'intérêt d'une prise en charge multidisciplinaire coordonnée a largement montré son intérêt. On définit le projet de soins en accord avec les besoins et les attentes du patient. Donc, c'est à lui de définir ses objectifs et de les prioriser. Et ensuite, à vous d'essayer de l'orienter autant que vous pouvez, bien sûr, vers les partenaires adaptés. Suivre l'évolution des symptômes, donc c'est important de proposer un suivi, alors pas forcément mensuel, mais par exemple une fois par an, pour réévaluer les symptômes, montrer aux patients comment ils évoluent. Alors, il n'y a pas forcément toujours de corrélation entre l'évolution des symptômes et le retentissement sur la qualité de vie. Parfois, il y a des symptômes qui s'améliorent, mais la qualité de vie qui ne s'améliore pas forcément. C'est important de continuer à rechercher les comorbidités. Il y a des études maintenant qui montrent qu'il y a certains symptômes fonctionnels qui sont prodromaux de pathologies neurologiques lésionnelles comme la maladie de Parkinson. Redéfinir le projet de soins quand c'est nécessaire. Donc, quand on met en action, quand on met en œuvre certains changements, ne pas maintenir des changements qui sont inefficaces, donc aider le patient à réfléchir à ce qui convient d'être mis en place, comment on peut réorienter les soins, l'aider à réfléchir à tout ça et informer les partenaires de soins de façon à ce que le patient se sente soutenu dans sa prise en charge. Alors, quand les temps sont durs, parce que c'est vrai qu'avec les patients qui souffrent de troubles neurologiques fonctionnels, les temps peuvent être durs pour les soignants. Je vous ai noté quelques postulats à garder en tête. Leur vie est insupportable. Ils veulent aller mieux et ils font du mieux qu'ils peuvent pour aller mieux. Ce n'est pas de leur faute s'ils ne changent pas. Donc, on l'a vu aussi avec M. Lemoine juste avant. Ils doivent apprendre de nouveaux comportements dans tous les domaines pertinents. Ils ont besoin de faire mieux, de tenter davantage, d'être plus motivés au changement et c'est à nous de les accompagner dans cet objectif.
Ils n'ont peut-être pas causé leurs problèmes, mais ils doivent les résoudre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi leur dire. Et que les soignants qui travaillent avec des patients difficiles ont besoin de soutien. Donc c'est important aussi de pouvoir développer justement le réseau de soins autour de ces patients pour être plusieurs cerveaux à réfléchir autour de la problématique. Donc voilà pour la consultation spécialisée. Alors rapidement, les modalités pratiques, donc ça peut être un suivi ambulatoire, plutôt quand le retentissement fonctionnel il est léger ou modéré. En hospitalisation de jour, quand on a besoin d'une prise en charge intensive ou d'une prise en charge accélérée, alors c'est globalement les mêmes indications que l'HDJ pour n'importe quelle autre pathologie en fait psychiatrique ou non psychiatrique d'ailleurs. Il y a plusieurs modèles d'HDJ qui ont montré leur intérêt significativement, donc que je ne vous ai pas détaillé, mais qui sont des modèles d'hospitalisation de jour sur quelques jours, en fait, souvent 5 jours, moins d'une semaine, et qui proposent des soins, bien sûr, pluridisciplinaires. L'hospitalisation à temps complet, donc quand la prise en charge ambulatoire ou HDJ, elle est soit impossible, soit incompatible avec l'état clinique du patient, donc de la même façon que l'hospitalisation à temps complet dans d'autres situations. Donc si le patient ne peut pas se déplacer, ne peut pas s'alimenter, qu'il y a une altération de l'état général, qu'il est isolé, ou quand il y a une comorbidité sévère. Et donc plusieurs modèles aussi ont montré leur efficacité en MPR et en neurologie. Donc je vous ai mis les références. Alors, plus concrètement maintenant, j'ai séparé la présentation en 2 parties ou une partie, puis les autres parties. D'abord, la gestion des symptômes, donc ce qui permet aussi de se détacher des aspects psychiatriques, psychologiques et de renforcer en fait le degré de confiance du patient dans la prise en charge qu'on va lui proposer. C'est de lui proposer des outils concrets de gestion des symptômes qui n'ont pas forcément besoin d'un travail exploratoire sur le pourquoi, du comment, voilà, mais comment améliorer la qualité de vie du patient et la gestion de ses symptômes aujourd'hui, maintenant, dans sa vie actuelle. Donc voilà, il y a trois choses dont je vais vous parler. D'abord, la thérapie cognitive et comportementale. La thérapie cognitive et comportementale centrée sur le symptôme. Donc l'idée, c'est vraiment, en thérapie cognitive et comportementale, on prend une situation donnée, alors, par exemple, au hasard, une situation stressante. On va demander au patient quelles sont vos pensées vis-à-vis de cette situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, par exemple, je suis sur mon canapé le soir, je suis crevée de ma journée de boulot, je m'apprête à regarder un film sympa et tout, et puis là, les voisins du dessus font une fête, la musique est à fond, j'arrive pas à me concentrer, ça me donne mal à la tête, j'entends rien de mon film. Voilà. Alors, quelles sont mes pensées par rapport à cette situation? Eh ben, c'est que les voisins me manquent de respect, que je leur ai déjà dit plusieurs fois que j'étais gênée par le son, que l'immeuble était mal isolé, ils n'écoutent pas mes demandes de baisser le son. Ça peut aussi être, ça me fait plaisir quand même, ces jeunes, ils en profitent, ils s'amusent, je suis contente pour eux, peut-être que j'irai boire un petit verre chez eux après le film. Voilà, vous avez différentes façons de penser une situation. Quelles sont les émotions que vous ressentez vis-à-vis de cette situation? Donc, de la colère, de la frustration, de la joie, de l'envie, voilà. Quel est le comportement que vous allez adopter pour traiter cette émotion, pour la gérer? Donc, ça peut être, vous allez monter, puis vous allez leur casser la gueule, ou alors, vous dites rien, vous restez sur votre canapé, puis vous souffrez en silence, ou alors vous allez boire un verre avec eux, et puis vous profitez de la soirée autrement que ce que vous aviez envisagé. Et quelles sont les conséquences de votre comportement? Du coup, le lendemain, vous étiez crevé, vous avez mal travaillé, ou alors vous avez passé une tellement bonne soirée que la journée du lendemain, vous étiez guiré et vous avez passé une super journée. Enfin, voilà. Et donc, chacun de ces domaines-là interagissent les uns avec les autres. Donc, on essaye de transposer ce modèle cognitivo-comportemental aux symptômes. Donc, cette patiente, Madame X, est en train de se balader dans la rue, puis tout d'un coup, elle sent qu'elle est essoufflée, elle a une grosse douleur dans la jambe, elle sent que ses muscles sont en train de se contracter. Qu'est-ce qu'elle va penser vis-à-vis de
de ses symptômes, qu'il faut absolument qu'elle termine sa balade coûte que coûte, parce que sinon, ça voudra dire qu'elle ne va pas mieux et que c'est très grave, etc. Ou est-ce qu'elle va se dire, bon, allez, je rebrousse chemin, aujourd'hui, c'est bon, je laisse tomber, on verra une autre fois. Donc voilà, c'est ça l'idée, c'est vraiment de faire de la thérapie cognitive et comportementale centrée sur les symptômes et de voir comment chacun de ces domaines peut interagir les uns avec les autres et d'essayer d'élaborer avec les patients d'autres façons de penser, d'autres façons de se comporter vis-à-vis des symptômes pour pouvoir mieux les contrôler. Donc, la méthode La France, c'est une méthode qui a été spécifiquement développée, alors initialement de TCC pour les crises d'épilepsie dans la maladie épileptique, mais qui a été adaptée pour les crises non épileptiques psychogènes. Donc, maintenant, on appelle ça les crises fonctionnelles dissociatives. C'est une méthode qui a été traduite en français. L'approche des 5 domaines, alors c'est un modèle qui, c'est les 5 domaines dont je viens de vous parler, qui n'a pas été traduit. C'est ce qu'on utilise, nous, aujourd'hui dans notre hôpital de jour. Développer justement des nouvelles compétences vis-à-vis des symptômes, une meilleure gestion des symptômes, identifier les comportements adaptatifs négatifs, ceux qui favorisent l'aggravation, l'émergence des symptômes, et développer, renforcer les comportements adaptatifs positifs. La TCC, elle est plus efficace chez les personnes qui ont plus de symptômes somatiques et aussi chez les personnes qui ont plus de comorbidités psychiatriques. Ensuite, l'ancrage et la lutte contre la dissociation. Donc, l'ancrage, c'est une technique ou des techniques qui visent à se connecter avec l'environnement immédiat, enrichir sa sensorialité. Ça permet d'améliorer sa concentration. Ça permet justement de détourner son attention des symptômes et de lutter justement contre les expériences dissociatives. Alors, il y a plusieurs techniques. Il y a une fiche qui existe. Je vous ai mis le lien pour la retrouver. C'est une fiche en PDF que vous pouvez remettre à vos patients qui donne plusieurs exemples de techniques d'ancrage. Donc, ça peut être la technique du 5-4-3-2-1, c'est je nomme 5 choses que je vois, 4 choses que j'entends, 3 choses que je touche, 2 choses que je sens, 1 chose que je goûte. Mettre une poche de glace sur son visage, sucer un bonbon acide. Alors nous, dans le service, on a des patients qui ont dans leur poche plein de petites têtes brûlées, là, puis tout d'un coup, on les voit, clac, qui mangent leur tête brûlée. Il y a aussi plein d'objets qu'on trouve sur Internet, des objets d'ancrage. Alors, c'est tous les trucs qu'on tripote, les élastiques sur lesquels on tire, les boules toutes molles sur lesquelles on appuie. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui permettent aux patients, quand ils sentent ils ont besoin de se reconnecter avec l'environnement immédiat qui peuvent les aider. Des techniques de régulation émotionnelle, donc imaginez qu'on est dans un lieu sûr, donc il faut déterminer un lieu sûr, repenser à un souvenir agréable, et il y a aussi donc des techniques de méditation en pleine conscience. Ici, en France, vous pouvez adresser vos patients à des psychomotriciennes en libéral. Alors, c'est un soin qui n'est pas remboursé, mais les psychomotriciennes, elles font, c'est leur métier en fait de faire ça. Donc, nous, on travaille beaucoup avec les psychomotriciens et psychomotriciennes. Voilà, les psychologues aussi, pour bon nombre d'entre elles, peuvent aussi proposer ce type d'outils. Alors, l'hypnose qui utilise la suggestion. Alors, chez les patients qui souffrent de troubles neurologiques fonctionnels, la propension à être hypnotisé est plus importante qu'en population générale, en tout cas sur les échelles. Alors, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Ce qui est important, c'est effectivement limiter les attentes des patients vis-à-vis de ce soin. C'est parfois dans les croyances des patients un soin qui est assez passif. Et ça, c'est la faute à l'hypnose spectacle, ce qu'on voit à la télé. Donc, parfois, les patients peuvent imaginer qu'ils n'auront rien à faire, ils vont être hypnotisés et tout ira mieux. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut déconstruire. Ça nécessite, comme n'importe quelle autre technique, une participation proactive du patient. Donc, à l'occasion d'un état de conscience modifié,
on utilise la suggestion, c'est-à-dire qu'on suggère un certain nombre de choses aux patients. Donc, ça peut être explorer des fonctions corporelles normales, donc en utilisant l'imagerie mentale, des exercices aussi de proprioception, moduler les circonstances favorisantes ou les circonstances qui permettent de faire régresser les symptômes pour montrer aux patients, par exemple, que le mouvement normal est possible. Ça permet en fait de rééduquer le feedback proprioceptif des patients et de réentraîner le mouvement voilà, par cet outil-là. L'auto-hypnose aussi, c'est une technique qui peut aider les patients à se relaxer pour gérer leurs symptômes. Donc, on l'a dit tout à l'heure, le niveau de preuve, il est peu élevé parce qu'il y a peu d'essais contrôlés randomisés, mais il y a quand même beaucoup d'études de cas qui montrent que ça peut avoir un intérêt. Donc, voilà pour la gestion des symptômes. Alors, la rééducation physique, donc bien sûr, un adressage précoce est indispensable. Alors, il y a des recommandations maintenant qui sont publiées en kiné, en ergo et en orthophonie. Donc, je vous ai fait un petit résumé. Grosso modo, c'est à peu près voilà, les mêmes objectifs et la même mise en œuvre. Donc, je vous ai fait une synthèse de ces recommandations. Donc, l'objectif, c'est d'aider à comprendre le diagnostic, déconstruire les fausses croyances. Donc, on l'a dit tout à l'heure, par exemple, qu'en bougeant, le corps peut s'abîmer, que la maladie peut s'aggraver, qu'il faut absolument éviter d'avoir les symptômes. Ça me fait penser, donc, par rapport aussi à la maladie de Lyme, le syndrome d'Ehlers dans l'os, voilà, toutes ces pathologies qui sont soit un diagnostic différentiel, soit une comorbidité, soit une erreur diagnostique. C'est aussi intéressant d'essayer de déconstruire ces croyances-là, même si ce n'est pas facile. Identifier et modifier les comportements adaptatifs négatifs. Donc, ça va être toutes les postures, par exemple, dans le cas des troubles du mouvement, toutes les postures non écologiques que le patient va adopter en compensation de ces symptômes. L'utilisation aussi des aides matérielles, fauteuil roulant, béquille, attelle, donc, qui sont en fait nécessaires quand il y a une perte d'autonomie qui pourrait être compensée par ces aides-là, mais qu'il faut utiliser le moins possible, réévaluer systématiquement la pertinence et voilà. Donc, reprendre progressivement les activités, reprendre des risques, lutter contre l'évitement, donc effectivement le maître mot de la prise en charge, favoriser leur self-management, c'est vraiment renforcer leur pouvoir d'agir et donc les aider à choisir les aides techniques quand il y en a besoin, mais effectivement le moins possible. Alors concrètement, on établit des objectifs avec le patient, donc on peut utiliser la méthode SMART. Je ne sais pas si peut-être que vous connaissez déjà, donc un objectif spécifique, mesurable, atteignable, pertinent, temporel, c'est-à-dire avec une date butoir. Apprendre au patient à compenser les déficits. Donc déjà, aujourd'hui, maintenant, comment est-ce qu'on peut l'aider à améliorer sa qualité de vie? Donc, les transferts, les aides techniques, voilà. Apprendre à gérer les symptômes. Donc, ça peut être des techniques de relaxation pendant les séances de kiné, pourquoi pas. Gérer l'hypersensibilité. Alors, l'hypersensibilité au bruit, à la lumière, qui concerne beaucoup de patients avec une exposition progressive et bien sûr réentraîner le mouvement. Donc démontrer aux patients la possibilité d'un mouvement normal en utilisant des manœuvres de détournement attentionnel. Donc les manœuvres de détournement attentionnel, c'est vraiment des exercices qui sont pas spécifiquement liés au déficit, mais plutôt des exercices sportifs, plutôt globaux. Et on peut utiliser aussi des tâches de détournement attentionnel cognitive. Donc, demander aux patients, en fonction de telle consigne, de se précipiter sur un plot de telle couleur pour rééduquer un trouble de la marche. Donc, on essaie de défocaliser son attention de ses membres inférieurs. On peut utiliser des vidéos donc pour montrer aux patients qu'effectivement, le mouvement normal a été possible. On peut utiliser aussi le miroir. Donc, il y a aussi des études de thérapie en miroir qui ont été conduites et donc qui permettent encore une fois de rééduquer le feedback proprioceptif et des techniques de visualisation, d'imagerie mentale.
Voilà pour la rééducation physique. Alors pour la pharmacologie, donc il n'y a pas de traitement pharmacologique curatif, on l'a dit. La prise en charge pharmacologique, elle concerne essentiellement le traitement des comorbidités. On essaye de lutter contre la surprescription en supprimant les traitements qui ont été prescrits par défaut, donc typiquement les traitements antalgiques, les opioïdes, les traitements antiépileptiques si finalement l'épilepsie a été éliminée. Voilà, les traitements en général. Pour la fibromyalgie comorbide, on peut utiliser la duloxétine et avec un plus petit niveau de preuve, la prégabaline. Alors, la psychothérapie personnalisée, donc là c'est de la psychiatrie générale. On n'est plus forcément centré sur les symptômes fonctionnels. Alors, de toute façon, ce seraient les mêmes soignants qui feraient tout ça, mais on peut le séparer. Quel est l'intérêt de la psychothérapie personnalisée? C'est justement d'aider le patient à lutter contre l'évitement. C'est d'aider. Alors, dans certaines situations, le patient est plus dans le surmenage que dans l'évitement. Donc, ça peut être aussi aider le patient à lutter contre son perfectionnisme, contre le surmenage, l'aider à mettre en œuvre un changement. Pour mettre en œuvre un changement, il faut avoir confiance en sa capacité de changer. Il faut que ce soit le bon moment. Il faut que le changement soit suffisamment important. Donc, ça peut être utile aussi d'accompagner le patient dans cette démarche-là. Renforcer son estime de soi, sa capacité, pour renforcer aussi son sentiment d'auto-efficacité. Donc là, on peut utiliser différentes techniques qui sont adaptées à la problématique individuelle du patient. Ça peut être aussi traiter les traumas avec le MDR, traiter les dysfonctionnements familiaux avec la thérapie systémique. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de l'effet ping-pong. Si vous expliquez bien au patient l'intérêt de la psychothérapie, il va arriver vers le psychiatre ou vers le psychologue avec le problème et la solution. Et le psychiatre ou le psychologue sera peut-être moins tenté de renvoyer le patient à son neurologue ou à son médecin interniste parce qu'il ne comprend pas le but de la prise en charge. Bien sûr aussi, on utilise la psychothérapie pour traiter les comorbidités psychiatriques. Alors, les bénéfices secondaires dont on parle souvent sont en réalité plutôt des facteurs de maintien qui sont inconscients. Et en fait, quand on les pointe de façon diplomate aux patients, généralement, ils parviennent à l'entendre. Donc, voilà, les difficultés, par exemple, dans les relations familiales, les difficultés professionnelles, c'est des choses qui peuvent être abordées avec les patients. Par rapport à la psychothérapie aussi, le trouble de personnalité qui est le plus fréquemment associé au trouble neurologique fonctionnel, c'est plutôt le trouble borderline et pas le trouble histrionique, comme souvent on peut avoir l'a priori. Alors, la stimulation cérébrale, donc on a des études en TMS, en TDCS. Alors, je ne détaille pas la TDCS parce que vraiment, on est aux prémices des découvertes. Mais concernant la TMS, alors on appelle ça, en tout cas à Lyon, les potentiels évoqués moteurs thérapeutiques. C'est de la RTMS en fait, Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation. On stimule le cortex moteur contralatéral aux symptômes. Donc, le niveau de preuve, il concerne essentiellement les troubles fonctionnels moteurs, en fait. Donc, on stimule le cortex moteur contralatéral aux symptômes avec une forte intensité, donc 110-120% du seuil moteur, et une basse fréquence, moins de 1 Hz. Alors, concernant les hypothèses, donc c'est une technique qui a montré son efficacité, une efficacité assez spectaculaire même dans plusieurs études. Les hypothèses explicatives, les deux principales, c'est que d'abord, ça peut être un effet placebo. Donc, il y a une étude qui a montré qu'il n'y avait pas de supériorité de la TMS par rapport à la stimulation placebo chez les patients avec des troubles moteurs fonctionnels alors même qu'il y avait une amélioration clinique. Et la rééducation du feedback proprioceptif, donc c'est-à-dire vraiment toujours la même chose, le réentraînement du mouvement par un autre biais que l'activité physique et par la TMS. Plutôt
plutôt pas de la neuromodulation parce qu'en fait, ce ne sont pas les mêmes paramètres de stimulation. Et puis, les effets qu'on observe, quand on en observe, ils sont plus prolongés que ceux qu'on observe dans la neuromodulation. Donc, ce serait plutôt pas ça l'hypothèse explicative. Éducation de l'aidant. Alors, nous, on propose systématiquement de rencontrer les aidants, alors voilà, pour faire de la psychoéducation, de l'éducation, mais aussi pour d'autres interventions, notamment des groupes destinés aux aidants, pour aller un peu plus loin dans le développement de l'aide qu'ils pourraient apporter à leurs proches. Parce que les aidants, ils se sentent démunis comme les patients, comme nous, vis-à-vis de leurs proches. Parfois, ils n'adoptent pas la bonne attitude, entre guillemets, ce n'est pas de la malveillance, mais c'est de l'incompréhension, des tentatives peut-être maladroites de bien faire. Donc, ça peut être intéressant aussi d'aider l'aidant dans sa tâche d'aidant. Donc, l'encourager à être à l'écoute du patient et de ne pas essayer de trouver des solutions à la place du patient, mais la bonne attitude qui correspond aux besoins de son proche. Offrir la possibilité de parler d'un événement traumatique s'il s'en sent les épaules. L'aider à identifier des déclencheurs, donc parfois l'aidant à repérer des choses que le patient, d'un point de vue chronologique, que le patient n'a pas forcément identifié. Encourager le suivi psychologique, encourager les efforts. Les aidants, ils ont toujours en arrière-pensée aussi que leur proche, il ne fait pas d'efforts, qu'il n'y met pas du sien, qu'il ne veut pas changer. Ils ont la même perception finalement que nous, parfois, de la situation. Donc, plutôt encourager les efforts du patient et puis favoriser l'indépendance et l'autonomie parce qu'il y a aussi beaucoup de patients qui perdent de l'autonomie à cause, entre guillemets, des aidants qui sont trop inquiets et qui sont persuadés que leurs proches, leur enfant, leur épouse risquent sa vie en descendant les escaliers seuls, risquent sa vie en prenant la voiture. Donc, rassurer les aidants et leur demander de limiter les aides humaines de la même façon qu'on essaye de limiter les aides matérielles. Voilà, il faut que ce soit au compte-gouttes et puis toujours réévaluer. Merci de votre attention.